Bruno, bonjour, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Tu vas bien? On est au sein d'Ernest Vallon, en plein milieu du réacteur, avec Bruno Jouan, le kinésithérapeute du stade. Bruno, on faisait le calcul, 2016. Je crois que c'est ta première année en plus au club, non? C'était ma deuxième. C'est ta deuxième? Ouais, 2015. Et on est resté à peu près en contact depuis. Et du coup, je suis bien content de revenir là pour t'interviewer et que les gens se rendent compte un peu de comment fonctionne ce type d'organisation en interne. Et alors, il y a du public qui est pas kiné, qui sont des joueurs, des entraîneurs, donc on pourra pas aller trop loin dans la kiné. C'est pas l'objectif, c'est plus de voir un peu une vision d'interne, comme ça, et dans un rôle particulier, et on y reviendra, qui se résume pas que à la kiné. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Bruno? Alors je m'appelle Bruno Jouan, je suis kiné à la base. J'ai été diplômé en 2005 De Toulouse? de Toulouse, ouais, j'ai fait comme toi, de Toulouse. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai alterné entre des assistanats, de continuer des formations parce que j'avais quand même quelques frustrations en sortie de diplôme. Mmh. Que je suis allé chercher. Après, j'ai repris mes études pour être ostéopathe. J'ai longtemps hésité, en fait, pendant 1 an et demi, à savoir est-ce que je repartais vers les sciences du sport qui m'intéressaient, parce que ça avait été des choses auxquelles j'avais pensé avant de partir en kiné. Puis bon, je me suis laissé convaincre par des collègues qui travaillaient en ostéo. J'avais eu des bonnes expériences, à la fois de travail personnel. C'était une approche auquel j'étais sensible. Mmh. Et donc, bon voilà, j'ai voulu partir sur un cursus complet parce que c'est vrai que tu sais bien, quand on a un diplôme de kiné, on peut s'orienter soit vers de la thérapie manuelle, faire des petits modules, etc. Bidouiller, entre guillemets, ostéo, alors que t'es kiné, quoi. Voilà, le but, c'était quand même, alors pas nécessairement d'embrasser complètement le concept, mais au moins d'avoir une vision exhaustive, Complète. complète de la chose. Alors bon, évidemment, il y a pas mal de concepts auxquels j'ai pleinement adhéré. On peut pas forcément être adhérent non plus à tout, mais en tout cas, c'était une école qui était ambitieuse, là, le CSO, qui était partagé entre Paris et Toulouse. OK. Et puis c'est vrai que bon, on va pas faire tout le paysage des écoles ostéopathiques françaises, mais c'est vrai qu'elle était en lien avec une maison mère là en Angleterre. Et, et dans le parcours, franchement, ça a été un super passage. Ça m'a même décidé à séparer mes activités, parce que ça, j'ai eu quand même la conviction assez rapidement que la kiné, c'était très bien sous sa forme de travail libéral. Mmh. Il y avait certaines possibilités, mais en tout cas, au niveau timing, c'était quand même compliqué de faire les deux en même temps, au même endroit. Et donc, j'avais conservé une activité à mi-temps en tant que kiné. J'ai monté mon cabinet après d'ostéo que j'ai pu faire tourner pendant pas aussi longtemps que je le voulais, ou 1 an et demi. J'avais pas trop prévu en fait d'arriver dans le rugby professionnel. Et donc j'ai essayé de faire les deux en même temps, mais bon, ça on le verra. C'est quand même un peu compliqué d'avoir 2 activités, ouais, une en salarié à temps plein Comment et une activité libérale après, c'était compliqué, ouais. C'est à peu près même impossible. Comment tu te retrouves, intégré au Stade Toulousain? D'où elle vient cette opportunité? C'était pour le coup vraiment, vraiment pas prévu. Il y a eu une conjecture où en fait moi pendant 4 ans, je tournais sur les tournois ATP Futur, parce que moi mon sport de base c'est le tennis. J'ai toujours fait du rugby à côté, puis c'était pour être avec les copains. Honnêtement, j'adorais le rugby, mais le rugby m'aimait pas beaucoup, hein, avec ses qualités. Donc bon voilà, je travaillais, mais c'était à la semaine. Je faisais du suivi de joueurs dans les sports individuels. J'avais fait un petit peu d'athlé aussi. Et pendant 3 étés, en fait, je suis allé travailler au Krebs à Vichy. Et ça a été une super expérience professionnelle, déjà parce qu'ils ont il y avait des belles installations, ça a été des belles rencontres, et surtout, en fait, c'était en partie pour les concours CAPES et agrégation. Ah oui, Et donc tu donc avais ça les me profs de permettait sport de aussi. voir plein de disciplines et d'être vraiment en rapport avec des entraîneurs, des préparateurs physiques, avec des visions bon évidemment différentes, assez spécifiques. Et ça m'a beaucoup plu. Et en fait, il y a eu un changement de direction ici au sein du Stade Toulousain. À l'époque, c'était un peu bicéphale. Il y avait Hugo Mola et Fabien Pelouse.
Et donc il cherchait un profil Oui, on est kiné, juste dans l'année ostéo. post-Noves Voilà, et exactement. post-Bouscatel déjà? Non, pas Non, encore? non, 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 ça a été après. Et non, c'est Bouscatel qui m'a fait signer, ouais. Et en fait, eux, ils connaissaient le médecin avec qui j'avais travaillé. Et il se trouvait qu'au sein de la structure, je connaissais Simon Barrieu-Belou. Et donc il y a une convergence. Et donc j'y vais au début, mais plus pour voir, parce que je savais même pas si déjà ça allait me plaire. Mmh. Je savais même pas si j'allais répondre aux attentes, parce que bon, certes, j'avais bricolé un peu, mais bon, c'était sans ambition dans le rugby. Et puis c'est une rythmicité qui est quand même particulière. Heu, donc moi je venais d'être papa, ma fille elle avait 6 mois. Bon, c'est sûr que quand, on C'est passe, chronophage, hein? voilà, Légèrement c'est chronophage. donc la 1re année, c'est vraiment, bon, honnêtement, voilà, moi j'ai fait mes études à Toulouse, Mmh. refuser le Stade Toulousain quand il y a une opportunité, franchement, je bon, c'était quand même peu envisageable. Et c'était pas facile. C'était pas facile parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec, ce que l'on peut faire sous d'autres formes de travail. Et puis bon, tu découvres aussi, on voit toujours le sport sous son versant, enthousiasmant du jour J, du match et de la pression que ça peut représenter, de la joie que ça peut générer, tout ça. Mais bon, c'est un tout petit peu secondaire, par rapport à toutes les problématiques que tu dois résoudre, Dans le quotidien. voilà. Mmh, c'est clair. C'est souvent ce qui te fait rester finalement, ce punch d'adrénaline, ce punch Ça d'être oui, proche des moments extraordinaires, oui. mais ça vient pas forcément tout le temps contrebalancer, Après nous le match, on le vit toujours un peu différemment. C'est-à-dire que moi j'ai jamais pu suivre un match, en tant comme un spectateur, à pouvoir me concentrer sur les actions, de Mmh. voir si c'est joli. Nous, il y a un contact, la première chose auquel on va voir, c'est où est-ce que ça a tapé, est-ce qu'il s'est relevé, de quelle manière. On a toujours un temps de retard. Je sais qu'il faut pas trop le dire, mais il y a des fois, je sais même pas trop où est-ce qu'on en est au niveau du score. Heureusement qu'il y a des tableaux d'affichage parce que sinon on est un peu, on est, Oui, focus sur voilà, les joueurs et les on doit blessures. quand même vraiment rester concentré parce que nous, c'est quand même être capable de fluidifier le jeu, et surtout faire en sorte de ne pas laisser un élément qui peut être un élément péjoratif pour la performance. Voilà. Oui. Donc il y a quand même pas mal de communication. Il faut être capable de penser vite, de réagir vite et voilà, et ne pas négliger des choses parce que non seulement ça peut être la santé du joueur, bien sûr, mais ça peut aussi être la performance de l'équipe. Et puis c'est pas nous qui faisons les changements, donc il faut informer très vite celui qui le fait, en l'occurrence, et que eux ils puissent anticiper parce que ça peut bousculer beaucoup de choses. Et normalement, souvent, ça fait des bons choix, mais si nous on communique mal, on peut induire un mauvais choix de l'entraîneur. Et bon, là pour le coup, c'est quand même pas terrible. Ouais. Et là, on est vraiment dans une pratique qui est complètement différente de ce que tu peux apprendre à l'école ou en libéral ou à l'extérieur. Là, on est vraiment sur de la com d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il est remplacé? Est-ce qu'on tente le coup de le garder? C'est vraiment des choses qui C'est vrai qu'au tout début, de mon entourage, je me demandais, et alors l'ambiance, et comment c'est comme truc. Alors bon, après chacun réagit au stress un peu à sa manière, mais je ressens pas forcément trop, ce que va me dire le public. Je suis un peu dans ma bulle, j'écoute mmh, mon oreillette, je tu m'occupe bosses, des quoi. joueurs, c'est je me laisse pas trop happer par l'enjeu du truc. La première finale qu'on fait, Mmh. honnêtement, je suis incapable de te dire, ce qui s'est passé au Stade de France. Mais, Ouais. j'ai les actions, elles sont très claires, il y a pas de souci, mais, entendre les 80 000 personnes, pas du tout. C'est marrant, c'est énorme. Donc Maintenant, je m'y fais plus, mais en tout cas, au début, tu es quand même très focalisé, ouais. Donc tu arrives au Stade Toulousain, et tu y es Oui, du coup depuis 2015, ça va faire 10 ans. merci. Mmh. Wesh, Mmh. décennie, pas mal, hein? Oui, à 40 ans, on commence à se poser des questions, donc C'est je suis clair. en plein dedans, merci. Avant qu'on passe vraiment au concret de ce qu'est ta journée au jour le jour, voire la semaine, tu arrives dans une structure comme ça et on sait c'est des liens dans les clubs pro qui sont très, très resserrés. C'est des familles en fait, tu vis ensemble presque plus qu'avec ta vraie famille et quand il y a une pièce, pour l'avoir vécu, quand il y a une pièce qui va se rapporter à ça, il y a toujours un moment donné où comme une pièce rapportée dans une famille, il faut que tu te fasses accepter et c'est pas toujours évident. Comment tu l'as vécu ce passage des disons 1 ou 2 premières années où forcément tu es un petit peu regardé, un petit peu testé? Oui, bien sûr. Après honnêtement, ça a pas été si compliqué que ça. Mmh. C'est sûr qu'il y a certains codes, il y a certains comportements qui sont acceptés, pas acceptés. Franchement, il y a pas vraiment eu de notion de, bizutage, d'adhésion. Et les joueurs, si
Bon, ils ont déjà vu quand même passer de nombreux kinés. Tu vas pas leur apprendre grand chose, mais s'ils voient que tu es sérieux, que tu es consciencieux, que tu t'occupes de leurs problématiques, que tu es à l'écoute, mais que tu balances pas non plus tout ce qui peut être important, ce qui peut être confident, parce que nous, c'est quand même un peu la problématique qu'on a là où normalement, d'un point de vue médical, on est censé être pleinement indépendant. Il faut être honnête, mon employeur, c'est le Statouz. Et c'est une des problématiques, nous, justement, sur la notion de secret médical. Alors évidemment, c'est surtout le médecin qui va devoir la Mmh. gérer, mais bon, c'est évidemment pas forcément l'objet là de la discussion, mais je suis pas mécontent que ce soit pas à moi, quand même, de gérer ce secret médical parce que c'est pas si facile de le respecter pleinement. C'est sûr. Mais si les joueurs, voilà, ils se rendent compte que tu te soucies d'eux, que tu leur fais des programmes, que tu es impliqué, Heu, voilà, que tu es facile à vivre dans le quotidien, bon, normalement Ouais. ça se passe à peu C'est près. plus une histoire de gagner leur confiance finalement, montrer patte blanche et montrer que tu as investi que Oui, bah, c'était alors honnêtement, c'était assez rigolo parce que évidemment, moi j'arrive, j'ai à peu près le même âge que les plus anciens joueurs. puis là, c'est toutes les légendes avant qu'elles partent, Voilà, quoi. Tu et sais, en c'est la plus, fin de la souvent génération dorée, on avait des beaux caractères, voilà, c'était bien. Donc c'est sûr qu'il faut avoir quand même une belle résistance au chambrage, Ouais, mais Max c'est Ménard, Yoann Huget, Vincent Clerc, c'est toute cette clique-là d'anciens, ah Imanol ouais, Imanol, Riordoki. ouais, il était bien, ouais, ouais. Je me Heureusement, je lui achète encore du vin parce que sinon Thierry Lussontour. Je me rappelle d'Imanol, je suis passé au Stade Toulousain sous Bruno Eben justement, pour aider en fin de mes études, et je me rappelle d'Imanol, il m'avait fait exprès de mettre son mauvais pied. Tu vois, il était blessé, je crois, au gros orteil ou quelque chose comme ça. Et pendant 20 minutes, il m'avait laissé exprès sur son mauvais pied ah, ils ont une bonne résistance juste là-dessus, pour hein. me chambrer. Les mecs, ils sont bons quand même, hein. Ils Ouais, sont- ouais, non, faut être assez clairvoyant. Ils testent bien, ils ils aiment bien testent. tester. Ils aiment bien tester. Donc voilà, Mais c'est plutôt bon signe, et parce que c'est sinon ils testent pas. Oui, Voilà, c'est vrai. s'ils apprécient Et pas. c'est vrai. Et quand tu disais ça m'a fait penser quand tu disais gagner la confiance, c'était comment il s'appelle l'armoire Romain Miloszewski, qui était venu après, à la fin de mon stage, qui était venu me dire ah viens, viens me masser et tout. J'ai eu des bons retours dans le vestiaire. Et tu vois que les mecs vraiment Ah oui. ils regardent, toi, les mecs, c'est logique, c'est leur outil de travail, leur corps, ils le confient pas à n'importe qui. Non, non, c'est sûr que alors c'est toujours assez difficile à voilà, à quantifier, c'est des choses Mm, qui sont pas forcément mm, très palpables. mm. Mais c'est vrai que quand tu viens en libéral, la personne, elle t'accorde son crédit quasiment de suite. Si tu lui conviens pas, si tu lui proposes des soins bon, ben, soit elle revient pas, là, effectivement, c'est un peu une relation un peu différente parce que, bah, eux, ils t'ont pas choisi, tu les as pas choisis non plus. Et donc, mais je reste convaincu que, voilà, si tu es honnête dans ta démarche, si, et c'est vraiment ce qui est vraiment chouette quand même dans cette activité, c'est que les décisions, elles sont pas unilatérales et globalement, c'est un peu ce qui domine un peu partout. Heu, voilà, quand tu es dans ton cabinet, tu es toujours d'accord avec toi-même, donc t'as pas trop de non, mais t'as pas trop de Oui. contradictions. Tu vois la problématique sous un prisme, tu fais ton bilan, tu as identifié ça, tu le corriges. Si déjà tu fais ça, c'est déjà pas mal, mais le médecin voit peut-être pas la problématique de la même manière. Les répercussions, toi, fonctionnellement et pour un coach, ne sont pas les mêmes. Et donc cet enjeu-là, il est quand même hyper intéressant pour, être capable de minimiser les conséquences d'une hypothétique, voilà, d'une blessure et de faire en sorte qu'on puisse l'entraîner le mieux possible, que son geste spécifique soit bon, que mentalement il puisse performer et avoir cette cohésion-là, bon, c'est pas si évident, mais c'est quand même ce qui est assez excitant, ouais. Ah oui, c'est à la fois le point. Parce qu'il y a pas une réponse Ah oui, unique. c'est Il ça. y a pas une réponse T'as unique. vraiment le point, c'est à la fois un point absolument incroyable parce que c'est passionnant, cet échange pluridisciplinaire presque, Ouais. et à la fois c'est un moment de tension parce que forcément chacun a des objectifs différents. Les kinés, ils veulent pas qu'il se repète, le prépa, ils veulent optimiser à fond le retour sur le terrain, le coach, il le veut parce que ça va être les phases finales, le président, il a d'autres Et on contextes est avec des fins toujours de contrat, c'est l'ensemble de tout ça et finalement. et et on est toujours en demande, moi, ce que j'ai eu le plus de difficultés au début, c'est de gérer le contexte du joueur. Le contexte individuel, le contexte dans l'équipe, le contexte la relation au coach qui pour nous est, difficilement perceptible. Alors évidemment, on peut être à l'occasion le bureau des pleurs, mais on se fait pas trop
On sait bien que quand le joueur il va venir se plaindre auprès de nous, bon déjà ça va pas avoir un impact quand même grandissant et bon ok on l'écoute, bon ça va lui faire du bien, mais c'est son point de vue sur une problématique. Euh, Multifactoriel. oui voilà, donc il faut garder assurément cette distance là. Euh, mais c'est vrai que je me souviendrai toujours quand Antoine arrive, donc il se fait un croisé. Pour le coup, je suis allé pousser la réathlée assez longtemps avec lui. Et c'était le tout début On parle où, d'Antoine Dupont quand on dit Antoine. oui, où je m'étais vraiment intéressé aux critères de reprise du jeu, les différentes étapes. Et j'avais pris à des Australiens là un guide qui était très bien fait. Et au moins, ça permettait, puisqu'il nous avait été demandé, de faire un prévisionnel sur du long terme. Évidemment, c'était un joueur avec un enjeu un peu particulier. Et par rapport au prévisionnel, il réagissait aux contraintes très bien. J'ai même envie de dire trop bien. Là où en fait, c'était plus pour faire la promotion plutôt que d'avoir une timeline, tu vois, de durée, mais de critères. Là où tu prévois de faire un renfort de 6 semaines, au bout de 4 semaines, il était dans les critères, tu dis bon ben là, ok, faut qu'on passe à autre chose. Et il y avait eu un petit point de crispation, alors que franchement, je m'étais bien envoyé. Il y avait un truc que j'avais pas pris en considération, le ballon. Il y avait du ballon. Et parce que c'est quand même un joueur qui peut se lasser assez vite, qui pige très vite. Je vais pas faire l'éloge de ses qualités, mais il avait besoin de ballon. Ouais, il avait besoin de taper dedans. On n'était pas encore staffé comme on était maintenant. On n'avait pas des entraîneurs dédiés justement. Moi, la crédibilité que j'ai à aller faire travailler le jeu au pied sur Antoine est assez modérée. Bon, on va dire ça comme ça. Il s'est régalé à faire des 1 contre 1 sur moi. Ça c'était bien. C'est là que... Heureusement, au début, j'avais des arguments, j'avais pas les crampons, donc j'ai pu justifier d'être à 1 mètre du bonhomme. Je crois que c'est là qu'il a vraiment le tournant de Attends, sa j'avais fait carrière. des calculs d'apothicaire parce que donc je voulais faire au moment des changements de direction chaotiques. Donc je me suis dit bon, ok, on va mettre un ballon, ça c'est ce qu'il me demande. Il avait besoin d'être impliqué dans le process. Je dis ok, très bien. Bon, donc le but ça va être de m'attraper. Je suis pas un grand sprinter non plus. Donc j'avais fait mes petits calculs par rapport à mes temps sur 40 Moi, je cours mètres. Ok, à... je vais me prendre très bien. Je vais me prendre 12 mètres d'avance, comme ça j'ai peut-être des chances d'arriver aux 40. Bon, rapidement, il a fallu que je me mette à 15 mètres quand même. Et puis il a fallu que je raccourcisse un petit peu le flag derrière parce que c'était... Ouais, bon, pour l'ego, c'était pas terrible. Mais t'es obligé de trouver des petits Oui. trucs et là, pour le coup, on arrivait à mettre de l'accélération puisque donc c'était sur une étape où on travaillait l'axel max. Du changement de direction et c'était bon ça tu peux pas le faire évidemment dans toutes les conditions. C'est sûr. Et tu vois, là, tu t'adaptes et c'est là que ça vient. C'est là que n'importe quel programme, n'importe quel quelque chose qui est beau sur le papier, dans la réalité du truc, tu dois l'individualiser parce que lui, il répond pas de la même manière qu'un autre, qu'un deuxième ligne, par exemple, qui aura Oui, besoin bien sûr. des mêmes attentes. Je me rappelais de Franck Boisvert. J'ai fait un petit passage aux Fidji après avoir bossé en Nouvelle-Zélande et lui s'occupait, tu sais, c'était à l'époque où il y avait encore c'était le centre de formation de l'ASM aux Fidji. Tu vois, et c'est là qu'ils ont récupéré les Raka, et compagnie. Et du coup, j'ai bossé avec lui sur la saison A7 et le mec me disait, j'ai complètement dû adapter ce que je faisais en tant qu'entraînement là pour le coup sur le terrain parce qu'en fait les mecs ils répondaient pas du tout. Je leur mettais des petits trucs, des trucs avec des plots où ils devaient respecter un truc, ils s'en moquaient complètement. La prépa, ils s'en moquaient complètement. Par contre, tu rajoutais un ballon, bah ça Ouais, y est, les mecs ils l'adhésion jouaient. du joueur. L'adhésion Voilà. du joueur, c'est quelque chose qui et c'est assez rigolo parce que là, les générations changent un peu et et donc tu n'arrives pas nécessairement à voir l'adhésion du joueur de la même manière. Moi, ça commence à être une génération un petit peu différente. Il y a des choses qui leur suscitent un intérêt auquel bon, moi, ça me cause pas forcément Mmh. beaucoup, mais bon, il faut s'y mettre. Tu communiques pas pareil avec eux, et c'est vrai que c'est quand même une génération qui est intéressante parce qu'ils sont très impliqués là-dedans. Ouais, complètement. Et ils subissent pas le traitement que tu leur donnes. Ils te demandent pourquoi, pas forcément d'ailleurs du tout de manière Mmh. vindicative, mais ils essayent de comprendre. Et ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je pense que c'est une génération aussi où tu peux plus. Je discutais avec Hugo Royce sur un autre podcast. C'est une génération où tu peux plus, Tu peux plus leur imposer ouais, être directement. autoritaire à l'ancienne et coup de sifflet. Vous En allez plus, là, moi, je coup suis de extrêmement sifflet, autoritaire, évidemment. naturellement. Oui, oui, voilà. Mais du coup, toi, c'est intéressant d'aller voir comment tu manages ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est une des forces du Stade Toulousain et du Gomona, c'est le management de l'homme. Mais là, pour revenir sur Toto, à un moment, il avait fallu que je présente
directement à Hugo le plan, pourquoi, qu'on commence à voir, parce que ça, c'est pas que ça se passait mal, mais il y avait un moment de crispation et, et voilà, où il avait eu cette phrase en disant, mais demande-lui ce qu'il veut. C'était aussi simple que ça. Ouais. Et après, il m'a déroulé le truc tout seul. Et je me suis mis en retrait et je n'avais plus qu'à alimenter et c'était très bien. Moi, je l'avais tellement pris à cœur que toi, tu avais envie de bien me faire. Alors, j'avais fait des jolis tableaux, des Mmh. jolies colonnes, des timelines. Là, franchement, c'était. Mais bon, malheureusement, je répondais pas à la problématique pleinement. Alors, tant que c'était nécessaire, ça allait bien. Mais dès qu'il avait repris un petit peu de liberté, il fallait embrayer sur autre chose. Ouais, hyper intéressant. Hyper intéressant et du coup, là, on l'a évoqué plus ou moins, tous ces différents staffs, on va y venir. C'est quoi le staff, actuellement du Stade Toulousain, grosso modo? Alors ça s'est quand même pas mal étoffé, tu vois? Par rapport, c'est un peu le cas dans tous les staffs, top 14, Mmh. que ce soit sur la partie, alors bon, évidemment, je vais pas trop parler sur la partie technique, ou vidéo, tout le secteur, data qui prend quand même de plus en plus Vous me d'importance. disiez que ils étaient 7 maintenant en Maintenant, analyse il y a vidéo. ces alors après, on a quand même une organisation, bon, évidemment, c'est pas moi qui décide de cette organisation-là, mais où, les équipes, évidemment professionnelles et espoirs sont de plus en plus fusionnées. C'est le cas depuis un bout de temps sur la partie, entraînement. Je crois que c'est un peu une particularité qu'on a au Stade Toulousain, où ils les exposent très tôt, non seulement sur les plans de jeu, mais concrètement sur les entraînements. Évidemment, ils vont avoir des plans de développement en préparation physique qui vont être un petit peu différents. Il y a différents acteurs, mais en tout cas, les unités sont de plus en plus intriquées et même le process est en train de s'étendre, même en amont des espoirs. Donc concrètement, c'est vrai que la vidéo s'est développée beaucoup. Heu, les coachs maintenant, les coachs, pro, espoirs, il y a les entraîneurs des espoirs qui ont aussi des missions auprès des professionnels, des entraîneurs des professionnels qui ont aussi des missions auprès des espoirs. Heu, donc c'est vrai que maintenant on doit avoir 6 coachs, 7 vidéos, il y a 2 data scientists, Data scientist, c'est des mecs qui vont aller rechercher vraiment les données liées au GPS, liées aux statistiques du match, qui ont un et cetera. rôle de plus en plus central Mmh. dans, et d'ailleurs, on peut le mettre dans la grande famille des outils d'aide à la décision. Dans lequel nous aussi on était pas mal, honnêtement, on était quand même assez en retard au niveau médical, justement sur, bien comment on quantifie, et quelles valeurs scientifiques, parce que bon, avoir des données, ça c'est pas ce qui est le plus compliqué, Mmh. mais qu'est-ce qu'on va identifier? Sur quoi on s'appuie? Quels sont nos critères? C'est tout le débat parce qu'on a de plus en plus d'outils technologiques qui nous permettent d'avoir de plus en plus de data sur n'importe quoi et complètement tout. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces data? Qu'est-ce qu'on en ressort pour que je me rappelle au McPie en Nouvelle-Zélande, les mecs, ils sortaient des data. Les mecs, ils avaient une copie double de Ah oui. data et ils étaient là, en fait, ils comprenaient rien. Donc, ils ressortaient, ah tiens, je vais regarder quel Vmax je suis allé chercher et ils recherchaient combien j'ai fait de plaquage. Et ils recherchaient juste ça, et puis ils allaient pas au-delà, parce que les mecs s'étaient trop enfouis. Donc, encore une fois, on parlait d'adhésion des joueurs, c'était vraiment ce côté-là où je trouvais que c'était les débuts encore, hein. Ouais, oui, oui. Non, 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 mais c'est sûr que c'est, entre, ce que toi tu vas chercher, l'info qui en ressort, de comment elle est interprétée, ça peut être, peut y avoir des divergences, importantes. C'est un métier. Mais oui, oui, bah, après ça, le traitement de la donnée, de l'illustrer et tout ça, c'est sûr que c'est des choses où nous, heu en fait, on a fait le choix, de prendre, en gros, les facteurs modifiables sur les blessures. C'était, on a longtemps raisonné, bon, tu connais toutes les méthodologies sur, la fameuse prévention des blessures, voilà. On pourrait en parler pendant très longtemps et tu aurais des personnes plus compétentes que moi là-dessus, mais c'est un mot que j'aime pas vraiment beaucoup, puisque, ça revient à bien entraîner les joueurs, bien les préparer, bien faire leur suivi, qu'ils s'alimentent bien, Qui qu'ils dorment récupère bien, bien. et cetera. Donc, trouver des formules magiques, et des contenus spécialisés pour ça, et cetera. Bon, ça c'est tout un débat.
Disons que pas sûr que ces 3 exercices magiques vont résoudre le fait qu'il se blessera plus jamais sur le terrain quand c'est le Mais chaos, ça se vend bien. le chaos, mais ça se vend très bien et c'est simple et Voilà. Et donc c'est vrai qu'on a eu, c'est justement là où le pôle data nous a beaucoup aidé en disant: «Bon, mais très bien, quel est notre pool de blessures? Quel type de blessure? Quelle gravité?» Nous, on fait nos revues de littérature pour savoir, bon, qu'est-ce qui est le plus, modifiable là-dedans? bien sûr. Comment est-ce qu'on peut aider les entraîneurs? Comment est-ce qu'on peut aider les préparateurs physiques? Parce que, tout le monde est contraint dans le système et sur du court, du moyen, du long terme. Et ça a été des choses que voilà, les données nous ont quand même beaucoup aidés, dessus et surtout nous, c'est très utile parce que ça nourrit tous nos processus de réathlé. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais qu'un tel, il a telle mobilité dans une épaule, qu'il est capable de développer telle force en fonction des angles. Quand tu as l'apparition d'une blessure, toi, ça te permet de revenir en arrière. Tu dis, bon, il a un moins bon contrôle moteur, donc il faut qu'on travaille un petit peu là-dessus. Et ça nous permet en fait de pousser le processus de réathlé plus longtemps et surtout de faire un tuilage plus précoce. Puisque tout l'enjeu, c'est quand même d'éviter... Ce qu'il y a de pire pour nous, c'est le chronique réhabeur. Qui est tu te fais une lésion X ou Y, bon peu importe, tu te fais une cheville, tu sors pour 3 semaines, tu perdu la charge du groupe et tu reviens et puis tu te fais une lombalgie et avec un peu de tu te déconditionnes et fort. c'est vrai que ce sont des sportifs professionnels, il faut dire que ce sont des sportifs de haut niveau, mais c'est sûr que plus tu es entraîné, plus tu déconditionnes vite. Et c'est quelque chose, par exemple, qu'on voit très bien sur les commotions, parce que c'est quand même c'est pas si évident de faire la part des choses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. On essaye de, nous, on n'est pas trop pilote là-dessus. On suit les recommandations et on essaye d'innover un petit peu. Mais quand tu vois que les facteurs les plus modifiables, c'est le conditionnement du joueur, c'est sa VO2, alors que on a longtemps été sur les ratios, sur au niveau du cou, donc ça protège les cervicales peut-être, les commotions, ça c'est encore un autre débat. Mais quand effectivement tu as des spécialistes qui viennent te dire, en fait c'est surtout le conditionnement et la technique que l'on doit travailler. Bon, c'était pas la première hypothèse non plus. Ouais, tout ça évolue et c'est vrai que c'est là, il faut se mettre à jour continuellement parce que tu peux pas te permettre d'être en retard là-dessus. Donc on a dit 7 analyses vidéo, 2 data scientists, Oui. dans le pôle des staffs, vraiment la technique du coup avec Hugo Mola à la tête et 5 entraîneurs qui gèrent un peu tout. Oui. 5 ou 6, enfin bref, voilà, il y a un rôle quand même de Jérôme Casalbou qui coordonne un peu tout ça, c'est ça? Oui, il va faire le lien. Il va faire le lien entre donc c'est manager de haut niveau, entre l'administratif, le directoire, la cellule sportive, puisque le but c'est de mettre tout le monde dans le confort, que ce soit d'un point de vue matériel, contractuel, répondre aux besoins, Ouais, d'accord. les sponsors, Il y a peut-être un petit peu déchargé Hugo Mola du coup sur cette partie aussi là. Alors ça, il faudrait leur poser la question, puisque sur le détail de ce qu'ils Ouais, font ouais. entre eux, ça leur appartient. Mais c'est sûr que un manager, il doit manager ses hommes, il doit manager le terrain, il doit manager toute son équipe. Ses équipes, tous ses Si staffs en plus on doit différents. faire des budgets, des financements, Ouais. Disons que lui, il vient de mettre de l'huile un peu dans tous les rouages oui, je pense. autour de ça. Ok, d'accord. Puis après, dans le staff médical, là, on y vient. Les kinés, les médecins. Donc on a Philippe Izard là qui est donc notre responsable de pôle depuis 2016. Ok. Il était là quand tu étais stagiaire? Non, c'était Non, c'était encore, donc c'est peut-être l'année d'après. et donc maintenant on est 2 temps plein avec donc Benoît et moi. Il y a aussi Anthony Dupuis qui est venu compléter l'équipe, qui s'occupait des jeunes, qui est venu avec nous. Il y a Fred Sanchez en tant qu'ostéopathe, où on se partage la partie, on se répartit entre nous, entre l'aigu, le chronique, le préventif, ce fameux mot, voilà. Mais ce qui nous permet en fait nous de toute la partie thérapie manuelle, des choses passives, au moins nous ça nous permet de le prendre en charge pleinement, parce que ça reste quand même un axe à notre goût un peu délaissé par les sciences du sport et qu'il faut
pas négliger. On a la chance de pouvoir l'occuper pleinement. Et depuis 2 ans, on a Mathieu Moremans qui est venu nous rejoindre dans un rôle de coordinateur médico-prépa, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment autour de la réathlétisation du joueur, coordonner les interventions, même des coachs, des prépas, parce que on peut aller dézonner jusqu'à des espoirs qui ont aussi des problématiques scolaires. Et c'est difficile pour faire un planning, donc ça permet d'avoir une vision un petit peu plus d'ensemble. Ouais, bien sûr. Pour que les gens qui sont pas trop habitués comprennent bien, la réathlée, c'est cette phase où il y a une phase aiguë où vraiment le joueur est blessé. Bon voilà, il est avec les kinés, il est en soins. Il y a du chemin finalement entre le moment où il est plus avec les kinés et le moment où il reprend sur le terrain et il reprend en match surtout. Et cette phase de réathlétisation, hein, c'est souvent une phase un peu grise où on sait pas trop, où t'as pas encore fini la kiné, t'es pas encore dans la prépa classique, t'as pas encore repris avec le groupe, mais il faut, pour éviter le déconditionnement dont on parlait tout à l'heure, les remettre avec du ballon, les remettre dans le groupe sur certains exercices, éviter les contacts. Et du coup là, souvent, ça amène des sources de tension entre les kinés qui disent oh attention, c'est encore trop tôt, les prépas qui veulent charger, avec des prépas qui sont spécifiques du coup pour la réathlée, on y reviendra juste après dans le staff. Donc qui eux s'occupent de cette partie, mais à quel point, à quel moment, avec les kinés, à quel point on lâche, la reprise du terrain, qui dit stop, qui dit ok, dit ça peut le faire. Enfin tout ça, on peut comprendre que maintenant il y a des mecs qui s'occupent, qui coordonnent ça. C'est le rôle de celui dont tu as cité. C'est le rôle de Mathieu, ouais. Oui. Et c'est vrai que c'est là la notion de données nous est vraiment utile parce que ça nous permet de connaître vraiment la charge externe qui est appliquée sur un joueur en temps normal et nous d'essayer d'aller la rejoindre. Alors évidemment, bon, ça va être sur les volumes, les durées, mais il y a évidemment de très nombreuses choses qui vont être beaucoup plus pertinentes pour nous, mais en fonction de ta blessure, par exemple, atteindre un sprint maximal, ça va pas être si compliqué que ça. Par contre, accélérer vite, ça peut être plus problématique. En fonction de ta pathologie d'épaule, il y a certains secteurs où tout va bien, donc tu vas pouvoir aller faire des touches, ça pose aucun souci. Par contre, t'impliquer sur une mêlée, tu vas pas pouvoir tenir ce sont pas forcément d'exemples Ouais, pertinents, bien mais sûr. et donc nous, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que, passer la phase vraiment aiguë où nous on va être dominant, mais où globalement ça va tourner autour des soins, des choses assez passives, où vraiment où la charge est assez faible. Mm. C'est vraiment les lancer sur des rails dans les meilleures conditions possibles, ne pas interférer avec le processus naturel. Ça, si les gens ont fait ça, c'est déjà pas mal. Parce qu'à vouloir être un petit peu trop exhaustif, euh, mais et après de faire un tuilage assez rapide entre voilà justement le réathlé qui va faire le renforcement parce qu'en fait on a des métiers qui sont un petit peu à cheval les uns sur les autres. Donc chaque équipe a un peu son distinguo en fonction de ses compétences, qui va prendre le renforcement de la charge lésée, de la charge contralatérale, du membre supérieur, du conditionnement. Et donc nous, c'est vrai que maintenant on a la chance d'avoir un prépa qui nous est quasiment dédié. Et donc on fait le renforcement sur la partie lésée où ça demande c'est pas plus de compétences, mais c'est juste de mieux maîtriser les angles. On utilise d'autres tempos qu'en performance, et puis on va pas atteindre nécessairement des charges maximales. C'est pas l'objet de notre travail. Mais en tout cas, c'est de le rendre dans des conditions où, aux préparateurs, ils peuvent le préparer pour de vrai. C'est ça. Et, pour le remettre sur le terrain avec un joueur qui est pleinement entraînable et le sortir le moins possible du terrain parce que tout le monde y gagne. Ouais, Et complètement. c'est pas juste une volonté du coach de vouloir avoir le. Il y a rien de pire que de remettre un joueur où techniquement il peut pas s'exprimer. Là, on l'envoie au casse-pipe, le coach est pas content, le joueur est pas content. Bon, il y a rien qui va là. Oui, c'est sûr. Et d'où cette zone un peu qui peut amener des tensions, parce que forcément, il y a des fois où les échéances, elles arrivent et c'est les phases finales et c'est voilà, avec l'exemple d'Antoine Dupont, dernière coupe du monde, forcément, tu arrives à des moments où, le processus, il est beau, il est parfait, magnifique et puis tu as les échéances sportives et là, on commence à jouer avec la limite et c'est là où il faut être très, très fort en tant que groupe et en tant que staff pour prendre les bonnes décisions au bon moment et on est toujours dans le sport de haut niveau au-delà de la limite, parce que ça fait partie aussi intégrante malheureusement du sport, d'aller jouer avec cette limite et de flirter avec elle, même sur des délais de retour, même sur des choses comme ça. À ce moment-là, quand tu arrives des moments cruciaux comme ça, des décisions fortes, qui est-ce qui prend les décisions? C'est le médecin? C'est le coach? Alors, alors C'est ça un s'est pas mal conciliabule, verticalisé tout le par monde? rapport au moment où tu étais venu, Ouais. où justement on pouvait avoir des réunions en rallonge où tout le monde était à peu près au même niveau et donc
On est quand même vraiment sorti de ce qui pouvait être, bon, c'est pas spécifique, au sport, mais à la joute verbale. Là, c'est plus des organisations type management, de à quel point on fait de la coopération, à quel point, on verticalise. Maintenant, les règles, elles sont quand même assez simples. Les décisions, elles vont être prises entre le manager, le docteur, et si on doit impliquer le joueur, on l'implique. Et souvent, cette notion un peu tripartite, nous, on est là pour aider la décision du médecin, Mmh. lui donner. Et c'est justement cette notion de critère, elle nous aide beaucoup Ultra intéressant ça. pour pouvoir dire au coach, oui, on est bien pour la vie de tous les jours, oui, il galope, ok, très bien, mais est-ce qu'il va être capable de tenir? Comment est-ce que tu peux l'utiliser? Mais on a pas mal de joueurs, par exemple, 20 minutes, leur propose 20 minutes, c'est acceptable, on est bien. Mais si la problématique, c'est de la fatigabilité, par exemple, ça, c'était vraiment une des choses où je comprenais pas au début pourquoi un joueur blessé, il fallait le faire reprendre en premier, en tant que titulaire. Voilà. Et donc c'était vraiment des choses où je ne comprenais pas nécessairement, mais j'avais pas le point de vue du coach qui dit oui, mais attends, moi je mets un joueur, imagine il se pète, et que je vais mettre un joueur où on est moite-moite et qui se repète. Ben, lui, sa problématique, ce n'est pas du tout la mienne. Complètement. Toi, tu dans ton processus là. Il va jouer 10 minutes, puis 30, puis une mi-temps, puis 60 Et minutes et ce et partir, ce et puis ce 80. dosage-là, bon là, pour le coup, je vais pas parler à la place d'Hugo, mais ils essaient d'anticiper de plus en plus les choses. Maintenant, ils proposent des plages de récup aux joueurs. En plus, bon, tu sais bien, on a quand même la chance d'avoir des internationaux, donc où ils ont vraiment des périodes qui sont prédéfinies à l'avance. Ils essayent de tenir le calendrier. Bon, des fois tu peux pas, mais c'est vrai que je jouais sur plusieurs tableaux entre, la coupe d'Europe, le championnat, la période internationale. C'est bon, mais ça, c'est le rugby qui est organisé comme ça. Moi qui viens d'un sport individuel, c'est très, très loin. À 3 compètes en même temps, c'est compliqué à gérer, hein. C'est Surtout que là, tu commences à dire: «On joue avec les pros» pour que les gens se rendent compte, chaque poste est triplé au niveau, donc 15, ça fait 45 joueurs mais à minima. Les espoirs, les postes maintenant sont triplés, il y a le tableau juste derrière nous, sont triplés aussi, donc tu arrives avec 90 joueurs à gérer avec les internationaux, avec la coupe d'Europe, avec des internationaux de pays différents, donc avec des matchs différents, à des endroits différents, avec des règles différentes, et ça fait un espèce de casse-tête. En tout cas, je suis vraiment, surpris et agréablement surpris de cette décision qui a été faite maintenant de ah oui, ça de de rassembler 3 mecs, le manager, le médecin, peut-être le joueur si besoin, et de prendre une décision, parce qu'à un moment donné, comme dans n'importe quelle entreprise finalement, à un moment donné, il faut prendre des décisions, c'est à tangentiel, c'est être, on avait justement cette problématique où la décision elle prenait beaucoup trop de temps. C'était beaucoup trop source de tension. conflits, qui étaient totalement inutiles. Bon après ça, il faut qu'il y ait tout le monde qui a envie de jouer ce jeu-là. C'est vrai qu'on a un directeur de la performance, Alan Ryan, donc irlandais, qui a vraiment une méthodologie qui était un petit peu, différente et qui à l'usage est très confortable. Parce que, justement, l'apport de ces sciences du sport, il y a un langage commun et donc quand, Heu, chaque métier a un petit peu son langage. Nous, en médecine, on a un langage qui est un peu différent, qui est pas forcément compréhensible des autres. Pas parce qu'il est plus compliqué, c'est juste que la même notion, on va l'appeler un peu différemment Bien sûr. et il faut pas se cacher derrière ce verbiage, non plus. Et il y a un moment, quand une structure, elle doit être capable d'encaisser une contrainte, eh bien, il faut qu'elle encaisse sa Ouais, bien contrainte. sûr, Voilà. et puis on parlait des datas, pardon, tout à l'heure. Si tu as vu que ton mec, dans ta position d'épaule, il soulève à 50 newtons et que tu as atteint ces 50 newtons ou 49, tu peux dire au médecin: «Voilà, moi j'ai atteint ça, je suis déjà content». Bien sûr, il y a énormément d'autres choses, mais et du coup, c'est un élément qui va se jouer dans la discussion. Je me rappelle d'une discussion autour d'un joueur, quand je bossais au Magpies, à Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande, et on était tous réunis. Du coup, pour le coup, il y avait tout le staff, on était une quinzaine, et c'était sur un joueur opéré 2 fois des adducteurs, 2 saisons blanches. Il revenait des Chiefs du Super Rugby, du coup il devait jouer dans les NPC, fin de contrat, fallait absolument le refaire rejouer, phase finale, enfin le truc Ça commence à casse-gueule se compliquer là, oui. casse-gueule à mourir, et il a fallu prendre une décision, et vraiment rien que nous, du coup moi j'étais return to play spécialiste, donc j'étais dans la partie prépa,
prépa, kiné, mais plutôt partie prépa, et les kinés, voilà. Et à un moment donné, voilà, il a fallu trancher, alors que c'était assez houleux même, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il y en a qui disaient non, non, absolument pas. Et l'autre qui disait oui, bah maintenant, il faut y aller, quoi. On va pas attendre de tourner autour du pot. Mais je trouve que ça s'est mal passé. Ils s'est répété et fin de contrat est terminé. Mais du coup, tu arrives dans ces Et moments-là. c'est cette notion dont je te parlais tout à l'heure, la notion de contexte. Alors il y a toujours ce terme-là, biopsychosocial, là, qui a été très à la mode et tout, mais c'est très important puisque on en revient toujours à l'adhésion du joueur. Comment est-ce que tu arrives à le contraindre? Quelle est sa charge interne? Ce que tu peux lui proposer. Et des fois, une problématique de contrat, nous, ça nous est complètement étranger. Je vais pas discuter de contrat, d'argent avec qui que ce soit au sein Bien au sûr, sein du club. c'est pas ton Et rôle. ça peut avoir, bien sûr, et ça peut avoir des répercussions énormes sur la manière de mener une rééducation, une réathlée, avoir l'adhésion. Ça peut être tout à fait prédominant. On peut avoir des joueurs qui, pour le coup, sont complètement dans les critères, mais il y a un refus d'obstacle de retourner au terrain. Alors on peut toujours leur taper dessus, hein, mais bon, si pas vraiment en capacité quand même de le faire. Et ce tuilage, bon, il y a plusieurs manières de le faire. Évidemment, nous, on serait preneur de plus être capable de gérer, évidemment le contexte du Ouais, joueur. bien sûr. Parce que on peut l'avoir un peu, mais sur la version joueur, qui est toujours pareil, c'est sa manière à lui de percevoir une problématique. Au même titre que, le coach et le manager ne peuvent ne pas avoir la même vision, de comment gérer le joueur et est-ce que je le contrains? Est-ce que je suis gentil avec? Est-ce que je lui ai promis quelque chose? Bon, ça c'est un peu plus nébuleux pour nous à maîtriser. Donc il y a vraiment des fois, on est obligé de monter. Alors la plupart du temps, c'est le médecin qui va mais connaître le contexte du joueur. Ouais, bien sûr, c'est intéressant. Après, on va changer de sujet parce que j'ai pas Oui. envie qu'on passe une heure là-dessus, mais surtout qu'en plus, n'importe quel, comment dire, événement compliqué au sein d'un staff crée une espèce de brèche, qui forcément, le joueur qui est à la limite, qui sait pas trop s'il veut jouer, s'il veut pas jouer, s'il sent qu'une partie du staff est plutôt pour, une partie du staff est plutôt contre, là, tu commences dans des trucs où, bah, tu as une rupture justement de cette fameuse confiance dont on parlait, et c'est là qu'il faut vraiment agir d'un bloc. Et pour revenir sur cet exemple de le manager des Magpies à ce moment-là, Mark Kozic, qui maintenant est dans une franchise dans les Melbourne Rebels, pardon. Et lui, il disait, voilà, c'était houleux. Après, il y a une décision qui a été prise. Il dit, par contre, là maintenant, on est tous dans les mêmes règles. Ouais. Tous, tous, tous. Et interdiction. Et si le joueur vient vous voir, surtout toi qui a dit non, il devrait pas reprendre et qui reprend, tu as interdiction de dire quoi que ce soit qui pourrait montrer. Tu lui mets un sourire, tu lui dis oui, t'es prêt, tu y vas. Et je trouvais cette notion ultra importante parce que quand il y a un staff qui est désuni, c'est le début de la fin. Ah oui. Ça c'est évident. C'est évident. Revenons plus concrètement maintenant. On a vu pas mal de concepts. Concrètement, ta semaine, à quoi elle ressemble sur une semaine de match? Vous avez joué, on va dire le dimanche et le dimanche, parce que vous jouez souvent le dimanche soir. Oui, on va Vous pas avez joué, vous avez joué le dimanche soir, vous rejoignez le dimanche soir. À quoi elle ressemble cette semaine? Bon, concrètement, sur le post-match, on va dire, alors pas un pré-diagnostic, mais on va vraiment essayer de voilà de stabiliser ce qui est à peu près stabilisable, si on peut dire ça comme ça, sur les premières blessures, avoir une première notion de ce qui peut être fait. Nous, le lendemain, on fait systématiquement une permanence médicale pour ceux qui a déjà été identifié en post-match, Ok. plus se laisser une Intéressant. fenêtre sur en après-match, dans la nuit, il s'est passé ci, j'ai eu des douleurs à tel endroit, où il y a eu telle évolution, Bien sûr. etc. Alors on essaye de pas forcément trop le contraindre, mais ça fait 5 ans là, on le fait de manière systématique. D'accord. Heu le lundi matin, après, on va toujours être partagé. Donc si on joue le dimanche, le lundi matin, on va être qu'une permanence. Plus après, on va avoir les blessés long cours, qu'on va considérer au-delà de 3 semaines, on va dire ça comme ça. Donc tu vois les blessés de la veille et tu vois les blessés longue durée, quoi. Voilà, exactement. Le mardi matin, donc tout le monde va passer par un SAS.
On appelle ça screening, bon ça fait bien, c'est toujours des mots anglais, hein, mais ça permet de faire en fait un large filtre qui nous permet d'orienter vers le médecin. Une Donc évaluation, quoi. C'est tout. voilà, une évaluation générale. On a quand même on commence à intégrer quelques données dedans, principalement des forces sur les ischio-jambiers, sur les adducteurs, un peu de pliométrie basse et de mobilité cheville, donc sur des choses qu'on a identifiées. Mmh. On va faire les épaules et les cervicales avec des tests on va dire un petit peu à l'ancienne, mais qui nous permet de débrider, de savoir orienter vers le médecin, heu et donc avoir les niveaux de force aussi de l'ensemble du groupe, parce que ça nous permet de savoir est-ce Intéressant, qu'on après peut chaque match. après chaque match, Génial. parce que ça nous permet de si jamais on observe un déficit de force musculaire, évidemment plus tu as de mesures, plus ta donnée elle va être fiable si tout le monde joue le jeu, Mmh. mais si tu as un déficit, c'est essayer d'être capable de savoir est-ce que c'est dû à une fatigue périphérique? Est-ce qu'il y a une lésion qui a pas été déclarée? Est-ce que c'est de la fatigue centrale? Et puis ça te donne aussi une notion générale du groupe. C'est pas que individuellement pour le joueur. Heu, Là maintenant, ça commence à être, les débuts ont il a f bon, ouais, il a fallu pousser un peu fort derrière, ce choix. Forcément, le joueur, il joue le dimanche, le mardi matin, il a pas envie de pousser le plus fort possible contre eux, il a envie d'être tranquille encore. Voilà, mais parce que sinon on doit justifier auprès des entraîneurs en disant: «Beh, celui-là, il est» parce que le but, c'est quand même d'être capable de réentraîner, les joueurs Le plus dans rapidement les possible. meilleures conditions possibles et on sait très bien que le 48-72 heures, c'est quand même le moment qui est le plus délicat, c'est nos Mmh. premières phases d'inflammation. Donc mettre de l'intensité le jeudi, c'est pas très, très compliqué. Oui. Ça, c'est pas très compliqué. D'en mettre le mardi, c'est déjà un peu plus délicat. Voilà. Surtout sur les phases de combat. Bon, voilà. Et évidemment, nos arrières, s'ils doivent mettre du sprint, faut être en capacité sur Ouais, le bien terrain. sûr. Et vous êtes le centre de tri pour dire, petit bobo, c'est pas grave, moyen bobo, faut faire gaffe, on va faire les trucs, ou alors gros bobo, c'est médecin et examen. Exactement. OK. Ça, c'est le mardi. Ça, c'est le mardi. La plupart du temps, c'est du bi-quotidien. Le mardi, jeudi. Alors, il y a différentes, Les mecs s'entraînent, rentrent chez eux, mangent, puis reviennent, ou ils restent dans la structure? alors ça, c'est un peu, ça dépend des horaires. Ils essayent, il y a quand même une certaine continuité, mais bon, ça, c'est proche, c'est propre à honnêtement, À c'est chaque propre club. à chacun, Mmh. ouais. Il y a des fois où, bon, on va essayer d'espacer justement les 2 contenus pour avoir le plus de récupération possible, mais bon, évidemment, ça fait finir tard le travail. Il y a des fois des journées continues qui sont proposées, heu, où ils enchaînent. Il y a différentes formules. Bon, OK. après, c'est comme en préparation physique, tu fais des planifications et Oui, des oui, fois la vertu, c'est le changement, mais bien sûr. Puis ça, je pense, c'est décidé des fois de la veille à la semaine. Il y a plein de fois où je peux pas faire d'enregistrement parce que l'horaire qu'on avait prévu, il a été modifié parce que, n'importe quel contexte peut arriver et finalement ça change, et c'est très flexible. Donc ça, c'est le mardi. Le mercredi? le mercredi, c'est souvent une journée off. C'est de toute façon, c'est soit le mercredi, soit le jeudi. La plupart du temps, c'est le jeudi qu'on le fait. Et puis, bien, en fait, tu vas avoir, toujours des soins avant entraînement pour ceux qui s'entraînent. Après, tu vas prendre les blessés pendant la période, heu, d'entraînement. Les coachs, il y a une contrainte qu'ils nous mettent, c'est la vidéo post-match où là, tout le monde doit y être. Et après, tu passes sur ta semaine d'après. Hem, donc on prend les blessés pendant la vidéo de l'entraînement du jour. Après tu as une petite période de strap pour ceux qui s'entraînent. Tu continues après sur la partie un peu plus active Mmh. et souvent sur nos blessés, on essaye quand même de faire du bi-quotidien. Alors pas forcément de mettre des contraintes non plus 2 fois par jour, mais ça nous permet d'être un petit peu plus exhaustif et on prend au moins, là depuis qu'on s'est un petit peu plus étoffé, on prend au moins 1 heure à 1 heure et demie par joueur blessé. Ah ouais. On s'est mis dans ce confort-là. Ce qui effectivement te permet d'aller beaucoup, beaucoup plus dans le détail. Ah oui, ça change tout, ça change tout. Mais en même temps, avec, 45 voire 90 joueurs à gérer, ça demande un staff, forcément qui a besoin de s'étoffer avec ça, quoi. Ah oui, c'est sûr, mais en même temps, si tu veux bosser dans la qualité, Il y a quand même un moment où, bon, tu es obligé de faire valoir en disant: «Nous, on a envie évidemment de monter non seulement en compétences et en qualité, mais on peut pas aller plus vite que la bien musique». sûr. Et puis des fois, il y a des clubs qui ont juste, pas de moyens, et c'est vrai que tu te retrouves très, très vite à avoir tellement de joueurs que
c'est presque un rythme libéral où tu vois un Non, non. patient ou un joueur toutes les 20-30 minutes parce que bon, bah, il y a tout le monde qui veut faire, t'es un ou deux Ouais, kinés. tu vois bien, ne serait-ce mettre une évaluation plateforme en route, le temps, ne serait-ce la mise Bien sûr, d'installation, la c'est minable. préparation, etc. T'en prends pour une demi-heure. Si Bien c'est ça ta sûr, séance, bon, bien t'es sûr. passé à côté de Et beaucoup quand de tu choses. vois que Benoît, ça remonte à plus d'une dizaine d'années, entre les années 2010-2015, t'es presque tout seul à gérer tout ça, tu te rends compte de l'évolution finalement de tout ça. C'est assez incroyable. Trop bien. On va pas venir dans la journée type, mais grosso modo, on l'a vu, soit t'enchaînes tout, soit t'es en bi-quotidien. Hem, il y a un rôle énorme qui est du kiné qu'on n'a pas trop parlé encore, c'est que, bien sûr qu'il y a les bilans, les scripting, toute ton activité, ton métier de kiné, mais la salle de kiné, c'est un lieu à part dans un club pro. N'importe quel joueur pourra vous le dire. C'est vraiment, on demande sur le terrain au mec d'être à 100 voire 120%. On demande le mec d'être en prépa à 100%, en vidéo, avec les coachs, tout ça. S'il est chez le médecin, bah, souvent c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle, donc c'est aussi pas un moment cool. Le seul moment finalement cool, un peu de relax, c'est cette salle de kiné. Et ça m'avait vraiment surpris, c'était tout début, à quel point c'est une zone vraiment d'échange et de relaxation, mais aussi de presque de confidence, tu vois. Comment tu l'envisages ce rôle? Euh, alors ça, c'est le quand je suis arrivé, c'était encore la partie qui était un peu plus le plus délicat, puisque évidemment quand tu es habitué à être, toi le seul intervenant, dessus, bon évidemment tu vas écouter la personne, on va être enveloppant évidemment, un peu par des Mmh. formations professionnelles, on est assez empathique et cetera et c'est en partie notre rôle. Heu Après, c'est des fois, c'est pas nécessairement totalement désintéressé de la part du joueur. Faut trouver le bon dosage. Ça nous arrive justement sur les périodes où il y a des fois, on fait nos soins de manière séparée parce que tu as la partie collective où, ça peut chambrer, c'est pas très technique. Heu, Moi, dans l'absolu, honnêtement, j'aimerais bien que quand on fasse ne serait-ce ce qu'il y a de plus, basique, ça va être un massage, le joueur, il doit aussi être dans le calme. Ça, c'est évidemment, c'est mon point de vue parce que c'est un moment où on veut qu'il s'apaise, on veut qu'il soit pas sur son téléphone en train de faire, X ou Mmh. Y ou de discuter ou de se lever, de chambrer. Bon, mais il y a un moment, si c'est quelque chose de passif, on fait quelque chose de passif et ça a certaines vertus. Donc on a vraiment 2 espaces quand même où on peut faire des soins individuels, où on est au calme, on peut discuter, on peut échanger, on peut recevoir, bon. Et puis un autre qui est un petit peu plus collectif où là ça peut chambrer, fort et c'est très bien. C'est très bien. Heu, Et les mecs souvent vont prendre leur café et vont pas en salle de pause, ils vont dans la oui, salle ça nous est kiné. suffisamment reproché, mais oui, effectivement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, parce Ouais, que tu as envie de c'est un moment, c'est un endroit cool et je ouais. pense qu'il faut le garder. Faut trouver juste, comme tu dis, cette notion entre les 2, quoi. C'est pas moi qui vais te dire l'inverse, mais bon, on est dans le Je rugby. Tu vois, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je me rappelle, de Thomas Ramos qui venait d'apprendre qu'il était prêté à Colomiers. On peut en parler maintenant parce que quand on voit là où il en est, c'était quelque chose de très positif et du coup, il avait plutôt mal vécu sur le moment et je me rappelle Oui, je m'en souviens, on en avait parlé. de Benoît avec qui il était proche et qui lui avait dit: «Vas-y, t'inquiète pas, on y retourne» et ça. C'est marrant, c'est des échanges, tu vois, que tu pourrais pas imaginer de prime abord entre un kiné et un joueur, mais finalement, quand le mec, il est espoir, qu'il a fait, enfin, de même toute l'école de rugby, qu'il connaît ce kiné finalement depuis 5-6 ans, c'est le seul moment où il est un peu cool et qu'il peut discuter un peu d'autres choses ou un peu forcément ça, tu endosses ce rôle, quoi. Et oui, oui, pour essayer des fois de décrypter un petit peu parce que, ils sont soumis à des décisions, des fois ils sont partie prenante, des fois, eh bien, ils la subissent aussi un petit peu et ils ont besoin de comprendre, ce qui est légitime, hein et nous, dans la mesure du possible, évidemment, on n'est pas nécessairement dans ce genre de prise de décision, mais c'est vrai que nous, on a quand même de nombreux joueurs qui sont prêtés et souvent ils voient ça Hem, comme un passage plutôt, négatif, mais honnêtement, s'ils sont prêtés ailleurs, c'est justement parce que le club, investit dessus et y croit et il vaut mieux des fois avoir du temps de jeu ailleurs, plutôt que de ne faire que s'entraîner, d'avoir 1 ou 2 occasions, pour se montrer. Évidemment, c'est le moment où tu stresses le plus et c'est le moment où tu vas montrer le moins. Donc Bien sûr. et tu prends l'exemple de Thomas, je pense que pour le coup, il a rassuré ceux qui Bien sûr. potentiellement Et doutaient. récemment, j'ai interviewé Paul Malaise, qui est en prêt à Provence et qui enchaîne les matchs, ça se passe bien. Enfin, tu vois, forcément, c'est bénéfique.
peu importe ce qui se passe par le passé, dans tous les cas, il a enchaîné tant de jeux et il s'étoffe à un poste qui en demande, donc c'est tout gagnant. C'est pas le rugby, non. C'est clair. Euh, Tu te forces, avant de passer sur le sujet plus équipe de France, etc., rééducation à l'extérieur, que il y a des rééducations qui sont forcément sous haute tension, proches des événements proches, etc. Toi, t'es dans un souci vraiment de rigueur là-dessus, où tu restes dans ta rééducation, dans ta zone. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de réaccélérer trop. Comment tu mets cette limite entre j'ai ma partie kiné qui me dit c'est un peu chaud et j'ai ma partie perso qui me dit allez, on tente. Alors il y a pas de réponse unique. C'est là où justement Voilà, je te parle de vraiment par pouvoir. rapport à toi-même, hein, pas par rapport au pluridisciplinaire comme on l'a évoqué avant. Alors j'essaye vraiment de. Alors je sais que le terme de déconstruire est très à la mode, mais c'est pas dans ce sens-là. Mais là, on a été biberonné à la notion de durée de temps. Sur une cicatrisation. Une fois qu'on s'est assuré qu'une articulation elle est stable, qu'une structure a cicatrisé jusqu'à un certain point, c'est très rassurant et très confortable de pouvoir dire OK, eh bien les sciences du sport nous disent que pour accélérer pleinement cette structure, on doit la contraindre à 4 fois son poids de corps. Enfin bon, je te dis. Et s'il y arrive, après bon, faut arriver à contraindre cette structure rapidement. S'il y arrive aussi, au sein d'une même séance, tu peux passer sur 2-3 séances de course, là où tu te dis: «Bon, j'aurais fait, une séance, PMA tranquille, Ouais, bien sûr. j'aurais introduit des changements de direction, tranquillement, j'aurais attendu quelle est sa réaction articulaire», donc ça, la maîtrise de savoir quel tissu est chargé en premier, le plus fort, et ça, c'est quand même très intéressant, et ça m'était honnêtement passablement étranger avant d'arriver dans le sport et de s'intéresser à ces notions-là. Ouais. Et donc tu te réfères vraiment à des datas qui te permettent d'aller. C'est sûr que honnêtement, ça te rassure. C'est assurément pas l'alpha et l'oméga. Voilà, on parle souvent des critères psychologiques, mais ça fait partie encore des notions. On a le moins de. Évidemment, on a des questionnaires qui permettent aux joueurs de le compléter, mais ce sont des questionnaires qui sont assez généralistes. Le nombre de fois où tu prends un croisé où le joueur, il sait très bien dans quelle situation il s'est blessé, on l'a remis à l'entraînement, il a repris, tu prends Toto, il a remis son crochet sur lequel il s'est blessé, à 12 mois, il a fait 30 mètres pour venir me le dire. Alors que j'y pensais même plus à son crochet. Tout le monde le connaît, malheureusement, je l'ai bien vécu. Mais c'était encore ancré, et il était tout content: «Eh, tu vu, je l'ai mis». Ouais, J'ai dit: parce que «OK, lui, ça lui d'accord». restait dans Alors sa tête encore, qu'honnêtement, quoi. Il a débloqué ce truc à un moment donné, heu quoi. Bon, ça, c'est encore la partie où nous, en tant que kiné, on est au courant, on essaye de le gérer, mais on travaille pas nécessairement dessus. Ouais, bien sûr. Et puis il y a quelque chose de le faire dans un exercice avec toi sur le terrain, dans un milieu maîtrisé, et cetera. Exactement, le Et côté lui, sportif est très voilà, compliqué, et de le faire à 95% ou 98 et avec l'adrénaline en match 120, bah, en fait, c'est pas le même, en fait. s'adapter à la situation. Ça n'a rien à voir, oui, complètement. Sur le chemin, juste avant qu'on visite le centre d'entraînement, là, je regardais les espoirs et j'ai vu passer Ange Capozzo, j'ai vu passer François Cros, alors qu'on est en plein milieu du Six Nations, on est entre l'Angleterre et l'Italie. Du coup, je m'attendais pas, tu vois, à les voir là. J'étais assez surpris. Comment vous gérez ce lien entre les équipes nationales et vous? Vous êtes en échange permanent avec les staffs médicaux des équipes nationales? Comment ça se passe? Alors, oui, évidemment. Maintenant, justement, il y a des coordinateurs qui font de ça, où ils ont leur évaluation. Ils sont venus nous voir aussi, durant la saison pour voir comment on les travaillait, qu'est-ce qui avait été identifié. Ah, ils viennent ici. Ils se déplacent dans les clubs, oui, Même oui. par exemple un staff médical, italien ou écossais, ils vont venir Alors voir, non, Ange ou non, Blair, non, ça, non, là, on parle vraiment honnêtement, c'est pour l'équipe de France. d'accord. Mais ça, c'est honnêtement, souvent avec les staffs anglo-saxons, c'est assez facile parce qu'ils ont cette habitude-là. Même des staffs, sud-africains, japonais, systématiquement, ils font toujours du reporting. Honnêtement, on n'est pas très, très en avance quand même, là-dessus. Donc Surtout les pays anglo-saxons, non? eux, ouais, non, honnêtement, tu n'as pas grand-chose à leur demander, c'est tout le temps envoyé, c'est bon, ça, c'est sûr que c'est très facile, hein. Puis en plus, c'est super, ils nous laissent Jack, pour nous, donc
Ça nous va, Si ça nous va très si bien. si en plus ils le prennent pas. Bah, si en plus ils le prennent pas, merci beaucoup. Non, et avec l'équipe de France, le staff technique s'est déplacé ici dans les locaux. Bruno Boussagol, il est venu aussi nous voir. C'est surtout Mathieu qui va être en lien pour Mmh. faire justement le triage. Mais honnêtement, c'est quand même assez fluide. Il y a pas de. OK, c'est bien. Et comment ça se passe, par exemple, là, disons qu'il y a un international français qui s'est fait un petit pet, samedi contre l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous appelle en disant: «Putain, j'ai mal à l'épaule», ou il reste avec le staff si c'est petit que ça? Eux, ils ont fait leur premier débrief, comme nous Mmh. on va faire. Fameux screening. Ils sont renvoyés là quand même puisque s'il y a une journée de championnat en plein milieu, donc en l'occurrence eux cette semaine c'est repos, et donc ils vont pouvoir bénéficier des soins ici. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire non, on les prend pas, voilà, non. Oui, bien sûr. Donc en fait, ils viennent soigner les petits bobos qui ont traîné, et cetera. Et si jamais c'est pas en semaine off et qu'ils restent avec l'équipe de France, entre 2 matchs et un petit bobo, vous êtes tenus au courant? Ils vous envoient un petit message ou comment ça se Non, passe? c'est eux qui ont la main. Là, c'est l'équipe de France. Quand ils sont avec l'équipe de France, ils sont avec l'équipe de France. Ils peuvent à l'occasion nous appeler si c'est une problématique un peu chronique, savoir comment nous on l'abordait, Ouais, bien sûr. etc. Ça, c'est pas non plus souvent présenté. Non, là, c'est eux qui ont la main, c'est eux qui font leur choix. Et si jamais en cas de grosse blessure, là, c'est parti entre les 2 Oui, staffs, oui, là, c'est médecin, orientation, imagerie. OK. Et là, du coup, en ensemble, Mais c'est sûr que la problématique entre une équipe de France et un club, c'est pas du tout la même. Nous, on a un pool qui va pas changer. En équipe de France, tu as un joueur qui se pète, il se pète, hein, tu as la possibilité d'en appeler d'autres. mmh. Donc c'est pas du tout les mêmes logiques. Ouais, bien sûr, et même pour les joueurs finalement. La place elle est chère et tu veux pas la prendre, quitte à prendre un petit peu plus de risques et de jouer encore plus avec cette limite avec laquelle on jouait déjà. Ça devait être des problématiques qui doivent être, vous, en plus à distance, pas très aisées. Non, tu évoquais justement proche des phases finales. Honnêtement, proche des phases finales, on a beaucoup, beaucoup moins de plaintes, hein. Ouais, on est vraiment bien meilleurs. Et là, notre rôle, c'est Chaque saison limite. tu progresses de moins en moins Ah ouais, finalement pour arriver au top, franchement, les 4 dernières semaines, on est très, très fort. Ouais. Et là, nous, justement, notre rôle, c'est justement un peu identifier est-ce que ça va si bien que ça? Bien sûr. La, qu'est-ce que Hugo Mola il a apporté, toi qui vois ça de l'intérieur? Et sans, je veux pas du tout que tu partes dans des choses que tu peux pas dire ou des trucs très techniques. Je crois, tout le monde le sait, que c'est un très bon manager d'hommes, en plus d'être un bon entraîneur. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Tu vois, j'ai une image, comment il s'appelait? Ah! Ce talonneur italien qui était là, Léo Gherardini. Ghiraldini, ouais, voilà, et c'était, je crois, la toute première année du Gomola au Stade Toulousain, et il était pas conservé. Du coup, j'avais une discussion comme ça dans la salle kiné, et cetera, et c'était très, j'ai trouvé que c'était très très humain, et cet exemple-là ou plein d'autres, tu vois, que c'était soucieux de pas que des joueurs, de tout le monde, et puis quelque chose d'assez global. Je sais pas si c'est un ressenti que tu partages? Non, moi, Hugo, ce sur quoi il nous a beaucoup remis en question et auquel, honnêtement, dans d'autres problématiques, on y apporte peu d'importance, c'est la forme. Moi, honnêtement, par éducation, par ce qu'on étudie et par intérêt personnel, c'est le fond qui m'intéresse. Après, la manière de présenter les éléments, la manière le fait que ce soit joli, et cetera, bon, ça intéresse peut-être certaines personnes. Moi, c'est pas forcément trop mon dada, Ouais, bien sûr. et c'est quelque chose sur lequel lui, il veut qu'on fasse un effort particulier, et assurément, ça a son intérêt. Même si au début, honnêtement, évidemment, il faut m'expliquer les choses, mais c'est vraiment pas le premier truc auquel me serait venu à l'idée. Ouais. Quitte à donner une information d'ailleurs qui n'est pas de qualité, mais il faut bien la présenter. Ça pour moi c'est abscon, Ah, voilà. surtout que nous du Mais milieu bon, c'est assurément important. Ouais, surtout nous du milieu médical, paramédical, on est formaté pour être sur le fond uniquement. Tu donnes ta donnée, 3 mots, pas de verbe, pas d'adjectif, des trucs comme ça, très très carré, des trucs, et c'est vrai que ça peut être un peu abrupt, autant pour le reste du staff, autant pour les joueurs, autant. Donc c'est sûr que ça, c'est quand même quelque chose où Mmh. il a fallu m'adapter, et la qualité de ta communication, et je pense que c'est quelque chose enfin, je sais, peut-être que toi tu as reçu une autre formation où vous êtes plus, mais la qualité que tu as de communication auprès de ton patient, de bien connaître,
sur les choses un peu bêtes, mais quelle est la perception de la blessure du joueur? Qu'est-ce qu'il connaît sur cette blessure-là? Quelles sont ses idées préconçues? Parce que, si lui, il a cassé quelque chose et que toi, tu lui proposes une mise en contrainte, il peut ne pas du tout être adhérent parce qu'il se dit: «J'ai un truc qui est cassé, il faut qu'il cicatrise» et après tu le contrains. Tu dis: «Oui, mais justement, on va t'aider et pour ça, il faut mettre de la contrainte». C'est pas parce qu'on a envie, mais c'est parce que ça va orienter ta cicatrisation, on va le doser. Il y a des mécanismes physiologiques qui répondent justement à la contrainte et c'est justement tout cet intérêt-là. Voilà et ça, c'est pas évident à cerner parce qu'il y a quand même des très, très vieilles idées qui circulent encore, auxquelles, bon, je m'attendais pas forcément. Je m'attendais pas forcément. Et en même temps, c'est pas leur métier, donc c'est Oui, forcément mais c'est vrai que moi, étant éduqué à alors c'est pas pour faire la promotion du tennis, mais où on a, vraiment des psychologies qui sont diamétralement opposées, où on a limite des obsessionnels, où, ils se renseignent énormément, ils sont autonomes très vite, très tôt, avec des staffs beaucoup plus étroits, sport individuel, hein. voilà, donc c'est vraiment des logiques totalement, bon, assez différentes là-dessus. Heu, bon, il fallait s'adapter. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ce côté vraiment mettre de la forme et à tous les étages finalement, même entre les Mmh. joueurs. Il y a d'autres choses que tu as trouvé qu'il a apporté, ça Après moi, honnêtement, ça a été mon seul manager, donc j'ai pas de comparaison, vis-à-vis d'autres. Voilà. dans ta vision de fameuse question que tu peux pas répondre, pourquoi le Stade Toulousain, performe? Tu peux pas me Je parle pas forcément des critères encore une fois techniques. La réponse, elle est évidente. C'est depuis qu'on est là. Depuis exactement. Et ça Non, s'arrête là. non, merci. Merci, au revoir, bonne soirée. Non, mais j'ai besoin de cette vision parce que toi, tu es vraiment à l'intérieur du paquebot et du coup, tu vois, peut-être que cette question, j'aurais aussi dû la poser à Benoît, qui a connu aussi des années où Oui. c'était un peu plus compliqué, toi, sur, Enfin, le 15-16, le 16, il était bien, mais ouais. oui, c'était le début. Aussi. C'était le début, voilà. Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi ça fonctionne? Tu vois, forcément, vous, en plus, vous avez les espoirs. Vous êtes autour de cette partie de la formation. Tu me parlais des espoirs qui viennent. Donc, c'est des mecs, je pense à toute cette génération de Non, Doudou. assurément, il y a un énorme effort qui est fait très vite, très tôt, sur la détection. C'est sûr que le club a un pouvoir attractif sur la région qui est fort, sur être capable de détecter, les talents de manière précoce. Alors évidemment, tu as des critères objectifs, tu pas que ça, tu as quand même toute la science des entraîneurs, le coup d'œil, l'expérience auquel moi, bon, évidemment, je vais pas du tout être partie prenante, mais Heu, ils vont voir des choses que, bon, moi, je vais pas être capable de voir, les exposer, à des entraînements de qualité parce que ça peut être des parcours un peu nébuleux entre, les pôles espoirs, où ils font leur prépa la notion de développement, ne pas gâcher des talents, hem, gérer, tout le côté au centre de formation, tout le côté scolaire, leur donner parce que ça peut être aussi des parcours chaotiques, les accompagner. Donc et moi, évidemment, sur la partie professionnelle, j'y ai pas trop, j'ai pas trop accès à ça, mais je sais qu'il y a de très nombreux efforts qui sont faits et je crois qu'on est performant principalement là Mmh. et après aller dénicher, évidemment des joueurs extraordinaires. Mais, je pense que ça commence quand même assez tôt. Ça commence vraiment tôt. Oui. Et est-ce que tu crois qu'il y a aussi ce côté, alors c'est une évidence qu'il y a, ça y est, d'une génération incroyable, en même temps, Après de je crois, il est cultivé quand même la notion de victoire très tôt, mmh, c'est beaucoup reproché au Stade Toulousain, là-dessus. Bon, c'est un club qui a eu la chance de beaucoup gagner, donc il faut pas non plus, s'en cacher et j'ai la faiblesse de penser malgré tout que, dans les phases finales, heu, en tout cas nous, de notre point de vue, c'est plutôt un moment calme. Tu as un peu la limite l'impression de rentrer dans la zone. Heu, moi j'avais beaucoup apprécié une finale contre La Rochelle, où on gagne, où franchement on fait une arrivée au stade catastrophique. On arrive en retard, pas par la bonne entrée, enfin voilà, truc tu te dis: «C'est pas impossible que ça arrive à ce ouais, niveau-là». ouais. Mais bon, concrètement, on arrive avec plus de 25 minutes de retard sur un timing qui normalement est
Alors que c'est peut-être le jour où il y a le plus de stress et d'anxiété, autour de ça, quoi. Et heu et ça m'avait fait beaucoup rire parce que nous, pour le coup, on a alors on bon voilà, on a nos straps à rentrer, chacun ils ont un petit peu leurs habitudes, en Mmh. avant-match. Je vais me Sûr. faire masser les mollets avant et puis après, c'est pas très technique, mais tu dois être capable de t'inscrire là-dedans, en étant opérationnel, rapide, mais sans trop entraver leur Mmh. préparation. Ça, c'est assez intéressant à voir au début, comment tu te mets dans un avant-match, en étant utile, mais sans trop contraindre, réactif, enfin bon. Et donc là, tout le monde était perturbé, mais pour le coup, ça l'a pris très calmement heu, bon, moi, j'étais à côté d'un prépa, du club Lavernard. Le prépa de La Rochelle, ils se connaissaient en disant: «Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette arrivée vous faites?» Nous, tout le monde était déjà prêt et chaud, et Bernie, franchement, il a une répartie qui me franchement, j'avais vraiment pas cette gouaille. Il dit: «Ouais, on tente un truc». Alors c'est, à raconter, c'est ridicule, hein, mais franchement, les autres, ils étaient bluffés et et donc tout a été accéléré et c'était assez fluide et bon, ça avait été surprenant parce que c'est vraiment pas le moment où tu as envie d'être perturbé dans ton Ouais, son espèce de sérénité j'ai qui se l'impression dégage quand du même groupe. que ça aborde les phases finales, où tu as vraiment tout le monde qui est en ordre de bataille et il y a tout qui se résout à la fin. C'est assez surprenant, je sais pas comment pas Ouais, forcément les bons mots, mais c'est pas un moment d'angoisse. ouais. C'est peut-être aussi la C'est toute force. l'année, tu as travaillé pour ça. C'est Donc peut-être concrètement, là, tu y arrives et là, maintenant, c'est bien. peut-être la force de l'habitude aussi, à force de vivre ces moments-là, comme une situation qui te paraît stressante la première fois, elle est un petit peu moins la deuxième, un petit peu moins la troisième et la 10e fois, elle te paraît encore plus, finalement habituelle, quoi. Probablement, pourvu que ça dure. Ouais, c'est clair. Mmh. Et tu vois, j'ai l'image de Hugo Reus qui, dans un épisode, me dit, «C'est vrai qu'avant les phases finales, c'est là que justement ça il y a beaucoup de bagarres à l'entraînement, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu sens que la tension, elle monte d'un Ah cran». oui. Ah non, mais ça, pour le coup, oui. Mmh. Oui, oui. Mais pour autant, l'ensemble du club reste assez serein et dans sa Bah, en ligne, tout quoi. cas, moi, c'est plutôt le sentiment de sérénité qui domine à ce moment-là, en tout cas. C'est pas l'anxiété du tout. Tu vois, c'est déjà intéressant, tu nous as déjà pas mal de points, autour de cette sélection, autour de la formation, de l'accompagnement dans ces périodes un peu troubles, cette espèce de sérénité, et ce management autour de la forme, je pense que c'est aussi un point et puis cette culture de la victoire très très jeune, c'est quand même pas mal de points. Il y a autre chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est cette gestion justement des jeunes joueurs dans leur intégration dans le groupe professionnel, dans leur intégration en termes de minutes de temps de jeu et je trouve qu'ils sont très, très bien gérés et je pense que là, toi, en interne, tu peux le voir parce que justement les gens te parlent sur la table où c'est vraiment je trouve que le discours, il est assez clair et c'est là où souvent il y a beaucoup de clubs où c'est pas très clair, on compte sur toi, mais un peu, mais pas trop. Quand on a besoin de toi, on compte vraiment sur toi. Quand on a un peu moins besoin de toi, on compte pas trop sur toi. Je trouve que le discours est assez clair dans le positif comme dans le négatif. Là, tu vas pas jouer a priori, donc on te prête. Là, c'est pas possible, donc on s'arrête là. Je trouve que le discours est on compte sur toi, donc on te re-signe 4-5 ans. Je trouve que ça me paraît assez clair et un discours de vérité, finalement, Ah mais que parfois sur les jeunes joueurs, ça, c'est tout l'enjeu et c'est alors nous, on est quand même vraiment particulièrement étrangers oui, mais dans le sens à tout ça, hein, tu mais imagines bien. moins étranger dans le sens où tu vois comment les jeunes le perçoivent, vu que tu les as sur Ah ta beh, table et dans pour nous, ça nous simplifie le paysage fort. Quand c'est clair pour tout le monde, c'est très bien et la plupart du temps, l'équipe, elle marche bien quand justement sur les créneaux de doublons, ceux qui sont censés, alors maintenant c'est plus un terme qui est usité, mais être un peu les seconds couteaux, quand eux ils marchent, au contraire ça nous rajoute de la pression sur nos internationaux qui, eh bien, il va pas falloir dormir non plus, de trop parce que derrière ça pousse fort et ça c'est intéressant. Mais nous on est plus spectateurs que de ça oui, bien sûr. qu'acteurs. Oui, bien sûr, mais tu le remarques que tes jeunes, peu importe s'ils jouent beaucoup, un petit peu ou pas trop, ils sont quand même au clair de leur situation, ils le vivent plutôt bien, quoi. Je pense que c'est ça la force. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant, Martin Pagerello, qui était souvent en numéro 3 que j'ai enregistré, avec qui j'ai enregistré, il me disait souvent, ouais, c'est clair que tu sens qu'il y a une concurrence forte pour les places titulaires, mais tu as aussi une concurrence forte pour les places de remplat, et même une concurrence forte pour être dans ces places où tu vas t'entraîner avec les pros quand ça devient important en fin de semaine, etc. Et tu sens que vraiment il y a une espèce d'émulation positive à n'importe quel niveau, même que ce soit au numéro 3 dans la hiérarchie, parce que tu sens que ça pousse de devant, ça Mais pousse de moi, derrière. voilà, honnêtement, venant d'un sport individuel, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'aurait été compliqué. Ça m'aurait été compliqué. Bon, honnêtement, j'ai pas eu à me poser la question, hein, mais mais c'est sûr que tous les
caractère, tout le monde n'est pas capable d'assumer un poste de numéro 2, de numéro 3. Tu es plus ou moins dominant. Il y a des enjeux à l'intérieur d'une ligne, un tel aime bien avec un tel, et bon, ça c'est pas si facile que ça. Ça, nous on n'a pas le gérer. Oui. Martin n'est pas si facile que ça à gérer quand même si c'est Oui, il l'a dit, quelqu'un que j'apprécie. il l'a dit lui-même. Hein. Il l'a dit lui-même dans l'enregistrement. Il a dit, je suis vraiment pas facile. Il en rigolera. Mais ce caractère, je pense que c'est Malheureusement, je pouvais pas aller trop sur le bord de terrain parce que je savais pertinemment que j'allais prendre des ballons plein de gueule. Ça, c'était son grand jeu. Hein. Ça, la fin d'entraînement, pour lui, c'est pas la fin d'entraînement. Il faut forcément qu'il arrose du monde. En même temps, c'est marrant parce que c'est peut-être ce caractère qui lui permet de prendre une tentative à 55 mètres, son dernier destination, alors qu'il n'a pas buté depuis 6 mois, comme il le disait. Tu vois. Ça fait partie du jeu de caractère. À tes risques et périls, Bruno. Bon, trop bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus parce que je trouve qu'on a fait un beau tour et toi, il faut que tu ailles rentrer chez toi. Pas donner les raisons. On t'attend. Pas perdre de points. On t'attend fort. Merci beaucoup, Bruno. J'ai une question habituelle à la fin. Est-ce qu'il y aurait un invité que tu aimerais bien voir sur le podcast, quelqu'un que tu connais, que tu aimerais bien voir pour sa vision, ses skills Amuse-toi, peu importe le domaine, dans l'écosystème du rugby, que ce soit ici au stade, dans le staff de joueurs, quelqu'un que tu aimerais bien voir sur ce podcast. De répartie. Mince. Je sais que je te prends au dépourvu. Ouais, là, tu me prends au dépourvu pour le coup. Non, parce qu'il y a un paquet de monde quand même que t'as envie de voir. Qu'un intéressant. Qu'on pourrait fouiller. Aïe, 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 aïe. Là, par exemple, il y avait l'évoquer là, non, il y a un entraîneur qui m'a beaucoup intrigué. Parce que on vient probablement pas du même monde. Pierre-Henri Broncan qu'on a eu ici, et vraiment il avait des comportements. C'est un mec passionné, c'est incroyable. Mais vraiment, on peut dire que le rugby l'anime, c'est vraiment le niveau 0 et il m'a toujours interpellé parce que j'ai l'impression qu'il se passait plein de choses dans sa tête. Et je vais pas dire le dessous des cartes, mais moi, c'est vraiment la notion de contexte. C'est encore ce que j'ai le plus de mal à maîtriser sur les relations entre les joueurs, entre les agents, de contrats, de vision de jeu, d'adhésion. Il y a plein de choses qui me sont un peu étrangères. Et c'est vrai que j'avais eu des super discussions avec lui. Bon, maintenant que j'ai plus, en plus, maintenant on travaille plus pour les mêmes personnes. Mais c'est vrai que Pierre-Henri il m'avait interpellé parce qu'il avait le don de te faire croire qu'il savait pas une chose et pour pouvoir obtenir des infos de toi. Ouais, et je pense que même avec les joueurs, c'est quelque chose qui me choque chez lui. Je trouve qu'il arrive à exprimer le plein potentiel d'un groupe qu'il a tu vois, à Castres, et je trouvais ça exceptionnel ce qu'il a fait. D'ailleurs, le côté terrible du rugby professionnel où tu marches sur l'eau une saison, t'es premier, t'es invaincu à domicile pendant 21 matchs et 6 mois après t'es renvoyé, c'est un autre débat, mais d'une saison à l'autre. Mais tu sens qu'il arrive à tirer la quintessence de son groupe. Allez, toi, tu as un point fort, on va l'utiliser. Quitte à changer de poste, quitte à aller là, il y a des joueurs qui sous son aile ont été performants comme jamais et qui le sont moins maintenant qu'il est plus là, ouais, c'est clair. Et non, puis il y avait même plein de choses sur le coup. Enfin bon, bref, c'est difficile à évoquer. Mais j'avoue que sur le premier match où je fais avec lui sur le bord, il avait vraiment besoin de voir les mêlées par le dessous. Et donc, il se mettait au sol. Alors maintenant, je pense qu'il a plus de... À la place du ballon. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et donc, moi, j'étais un peu étranger au milieu. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il se met en dessous? Et Génial. ça lui permettait, Incroyable. en fait, de voir le pilier gauche, le pilier droit, de voir... Et je me dis, ouais, lui, il voit des trucs que moi, je vois pas. Ouais. Bah, c'est sûr. Tu vois, il y a quelqu'un que j'ai noté dans mes objectifs de personnes à avoir sur ce podcast, qui était d'ailleurs, Bruno. C'est Henri Broncan, son père, qu'on appelle le sorcier gersois. Ouais. J'ai un ami très proche qui a joué à Albi pendant pas mal d'années. Ça remonte quand ils étaient en Pro D2. Et du coup, il était très proche de lui. D'ailleurs, il est resté en contact. Bon, il doit être âgé maintenant, Henri Broncan. 80 passé. Et après, cet ami proche est devenu entraîneur de notre petit club à Strasbourg, en Fédéral 3. Et on jouait les phases finales pour monter en Fédéral 2. Et on joue le match de la montée contre une équipe toulousaine. Ça va me revenir.
je sais pas, dans la périph' toulousaine, bref, on s'est fait atomiser, 50-0 à l'aller, terminé. Mais toujours est-il qu'il a passé un coup de téléphone à Henri Broncan, plusieurs années après, et Henri Broncan lui dit, «Écoute, je sais que je connais vos joueurs, je sais que lui, il a joué là, je sais que Hugo Scaloni, il a joué à Anglette, je sais que toi, Nico, tu as repris les rênes et tout ça». Il avait une connaissance de l'équipe de Fédéral 3 de Strasbourg. Non, mais tu te rends compte un peu le truc? Il connaissait toute l'équipe. Il disait: «Oui, je sais très bien que vous allez affronter eux. Je sais qu'en 32e ou en 64e, vous avez affronté eux pour se qualifier». Incroyable et extraordinaire. Donc je me dis que si le sorcier gersois, avec ce niveau de connaissance du rugby à 80 ans passés, c'est ton papa, c'est sûr que ça doit quand même déteindre sur toi. Et ah ouais, ça serait tellement intéressant de l'avoir. Ah oui, oui, non, c'était surprenant, ouais. Bon, il a pas été, très, mais c'est sûr qu'il intervenait aussi sur le recrutement, bon, ça a quand même changé la physionomie de l'équipe, fort. C'est une évidence. C'est sûr. C'est une évidence. Merci beaucoup, Bruno, pour ce moment, pour cet échange. Ça va? T'appréhendais un peu ça? C'est bien passé? Bah, c'est pas un exercice de style, habituel pour moi, mais bon, écoute, c'est très bien. Non, c'est C'est top. cool, hein? Tu vois? Et puis 1h20 quand même, l'air de rien. J'ai l'impression qu'on a parlé 20 minutes, mais ça chauffe un peu, hein? Ça fatigue, hein? Ouais. Surtout en fin de journée, là, il est presque il est presque 20h. Tu vas C'était avoir des conséquences sur tout ça, mais c'est pas grave. Je te Je vais me remercie. faire chambrer fort. Merci. C'est avec plaisir, du coup. Ciao, Bruno. Ciao.